Ça fait bientôt 4 ans que Joséphine Baker est entrée au Panthéon à Paris. Joséphine Baker, ou la plus française des Américaines. Débarquée à seulement 19 ans dans la capitale française, Joséphine Baker connaît immédiatement un succès retentissant jusqu'à devenir la figure de proue, la vedette incontestée des années folles, la décennie des années 20, où on aspire à la légèreté, au divertissement et à la joie après 4 ans de guerre d'une violence inouïe. Joséphine Baker s'adapte à merveille à son nouveau pays, la France, marqué par une grande effervescence culturelle et artistique. Ici, elle est célébrée pour son talent, sa beauté, son côté exotique qu'on lui a un peu créé, un succès aux antipodes de ce qu'elle aurait pu connaître aux États-Unis, marqué à l'époque par une grande ségrégation raciale. Elle le dira elle-même, elle estime avoir une dette envers la France qui l'a rendue célèbre et l'a si bien accueillie. Elle est devenue la première femme noire à atteindre un tel niveau de gloire en France. Mais nous aussi, nous avons une dette envers Joséphine Baker. Tout au long de sa vie, l'artiste a parfaitement incarné les valeurs d'égalité, de fraternité et de liberté défendues par la République. Elle a mené une vie tout simplement incroyable et je vous propose dans cet épisode de découvrir le fabuleux destin de Joséphine Baker. Salut, salut, salut. Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, bienvenue. Je suis Elisa et j'enseigne le français sur les réseaux sociaux à travers les épisodes de ce podcast et aussi à travers les vidéos de ma chaîne YouTube French Mornings with Elisa. Si tu veux aller plus loin et progresser plus rapidement en français, tu peux aussi trouver mes cours de niveau A2 à C1 sur mon site internet frenchmornings.com. Ce sont des formations en ligne que tu peux suivre à ton rythme et dans lesquelles je t'accompagne pour progresser pas à pas et atteindre le niveau supérieur. Avant de commencer l'épisode plus en profondeur, je t'informe que le vocabulaire est plutôt d'un niveau avancé. Je dirais B2 à C1. Mais pas de panique, je t'ai préparé un PDF qui contient la transcription et le glossaire des mots compliqués. Je te recommande de le télécharger avant de commencer l'épisode. Il est complètement gratuit et tu peux le trouver en cliquant sur le lien en description. Tu y trouveras aussi un quiz de compréhension pour mettre en pratique ce que tu as appris dans cet épisode. L'histoire de Freda Joséphine MacDonald, surnommée Tumpy, durant son enfance commence loin, très loin de Paris, dans la ville de Saint-Louis, dans le Missouri. Ironie de l'histoire, la ville a été fondée par des Français, à la triste époque du commerce triangulaire et de l'esclavage. Cette ville industrielle et froide abrite des usines, des chemins de fer et une importante communauté noire. Joséphine Baker écrit dans ses mémoires que c'était la ville aux 100 000 nègres. Je vais ouvrir une parenthèse sur le mot nègre. Ici, je l'ai utilisé parce que c'est une citation directe des mémoires de Joséphine Baker. C'est pour ça que je me suis permise d'utiliser ce terme. C'est le mot qu'on employait à l'époque pour parler des personnes noires, mais on ne l'utilise plus du tout en France parce qu'évidemment, il a une connotation très péjorative et raciste. Mais malgré ça, ce n'est pas un mot qu'il est complètement interdit de prononcer comme c'est un peu le cas aux États-Unis. Et je referme la parenthèse. Joséphine Baker est née en 1906. Elle grandit dans une grande pauvreté, comme une majorité de Noirs aux États-Unis à ce moment-là, et également sans son père. Très vite, la petite Joséphine travaille pour aider les siens et abandonne l'école à 8 ans. Elle subit de nombreux mauvais traitements dans les foyers où elle est employée et évidemment beaucoup de racisme. C'est un moment charnière au niveau musical, c'est-à-dire un moment qui va donner un vrai tournant à sa vie. La danse est extrêmement prégnante au sein des communautés noires, ainsi que la tradition religieuse noire américaine. Joséphine Baker apprend à danser en autodidacte, toute seule, en observant les artistes de rue. Elle se marie 2 fois et change de nom, devenant Joséphine Baker. En France, c'est le nom qu'on lui connaît. Très vite, Joséphine, qui fréquente assidûment, fréquemment, les théâtres, comprend que Saint-Louis ne répond pas à ses aspirations.
Elle a plus d'ambition que ça. Le racisme ambiant ne l'aide pas à se sentir en sécurité. Elle s'enfuit à New York, dans le quartier d'Harlem, où elle commence par travailler pour une troupe avant de se faire repérer par le directeur du musical de Broadway qui lui propose un rôle dans la comédie musicale Shuffle Along. Une œuvre majeure car elle a permis de faire découvrir la culture afro-américaine à un large public. Nous sommes maintenant dans les années 1923-1924 et Joséphine se produit sans relâche, constamment, tous les soirs. Elle est ensuite engagée dans Chocolate Dandies, une autre comédie musicale de Broadway. Elle fait alors la rencontre qui va changer sa vie, celle de Caroline Dudley Reagan. Cette riche mondaine joue les impresarios pour un théâtre français, le théâtre des Champs-Élysées, qui cherche une troupe de musiciens et de danseurs noirs. La perspective d'un salaire à 250 $ la semaine attire Joséphine. Le 15 septembre 1925, elle monte à bord du Berengaria avec d'autres artistes et musiciens noirs et quitte les quais de New York. Elle se demande si elle reviendra un jour tant les difficultés et attaques raciales pèsent sur les Noirs. Quelques semaines plus tard, elle débarque dans le Paris des cabarets, des music-halls. Un genre en particulier est très populaire, le music-hall de revue, soit un spectacle où s'enchaînent différents tableaux et numéros en lien avec l'actualité. Joséphine est engagée pour jouer une africaine dans La Revue Nègre au théâtre des Champs-Élysées. Encore une fois, on utilise le mot dans le contexte de l'époque. À cette époque, les Parisiens sont fascinés par le jazz apporté par les soldats noirs américains. Mais la prestation de la troupe laisse les commanditaires du spectacle sur leur faim. Ça veut dire qu'on espérait plus de quelque chose. Le directeur artistique du théâtre juge la prestation des artistes pas assez nègre. Il suggère donc à Joséphine de danser seins nus. Elle est évidemment outrée, choquée par cette proposition, ne veut pas le faire et puis finit par céder à la pression. Le soir de la première, elle apparaît donc avec des souliers à talons plats, des plumes autour des poignets, de la taille et des chevilles. Sur scène, elle enchaîne acrobatie et danse sensuelle. C'est un triomphe. Le public est immédiatement conquis et séduit par ce corps féminin si sexy et si différent de celui des Françaises. Pour Joséphine, c'est le début de la consécration. Je précise ici qu'il ne faut évidemment pas être trop naïf sur cette fascination qu'entretient le public pour Joséphine Baker et pour ce spectacle. Cette mise en scène à travers les choix de costumes ou de non-costumes, de costumes inexistants, pose un vrai problème. Dans les années 1920, la France est encore un empire colonial, avec beaucoup d'intérêt en Afrique. L'image de l'américaine Joséphine Baker est donc remodelée, transformée pour en faire une africaine, notamment à travers cette célèbre danse sauvage de la Revue Nègre. Il y a une volonté extrêmement problématique de fétichiser le corps de la femme noire et de la faire correspondre à ce fantasme raciste de femme africaine à l'état sauvage, dans le but évident de glorifier la colonisation française en Afrique. Mais pour l'heure, à ce moment-là, Joséphine Baker savoure son succès nouveau dans les rues de Paris qui lui paraissent minuscules et étroites. Un an plus tard, en 1926, engagée aux Folies Bergères, un autre théâtre emblématique de Paris qui existe toujours d'ailleurs, Joséphine est affublée, déguisée, d'une ceinture de banane qui la transforme immédiatement en un objet de désir et de fantasme. Ce costume devient emblématique de sa personnalité et de son image. Elle est elle-même un peu surprise de l'engouement, de l'enthousiasme qu'elle provoque. Une deuxième rencontre décisive avec Giuseppe Abatino, appelé aussi Pepito, la propulse sur la scène du Casino de Paris. Il en fait un vrai produit marketing. On s'arrache des produits dérivés à l'effigie de Joséphine Baker. Du chocolat, de la Baker Oil, une huile autobronzante, pour ne citer que quelques exemples. Joséphine est bien consciente de l'image de l'africaine sauvage qu'on lui a créée et décide pourtant d'en tirer parti. Elle s'en amuse
et fait la fête à outrance, à excès. Elle se promène parfois avec son serpent Kiki autour du cou dans Paris. Dans son immense maison du Vésiné à quelques kilomètres de Paris, elle retrouve Chiquita, sa guéparde. Ses extravagances en font une personnalité hors du commun. Elle ouvre ensuite son propre cabaret, puis commence également une carrière au cinéma. Elle est naturalisée française suite à son troisième mariage et devient très riche, jusqu'à l'avènement de l'extrême droite en Europe qui s'empare du pouvoir dans les années 30. On a Hitler en 1933 en Allemagne, Mussolini en 36 en Italie, Franco en Espagne en 39. Le vieux continent s'apprête à connaître les heures les plus sombres de son histoire. La fête est finie. Alors que la menace de guerre gronde, Joséphine Baker reste en France et comprend rapidement le racisme dont est empreinte toute l'idéologie nazie. Lors de ses tournées en Allemagne et en Autriche, elle a bien vu les affiches diffamatoires contre elle qui la dépeignent en diablesse noire. À côté de ça, Joséphine se prend de passion pour l'aviation et obtient son brevet de pilote en 1937. Chanteuse, danseuse et maintenant pilote à une époque où les femmes mariées n'avaient même pas le droit d'avoir un compte bancaire à leur nom, c'est vraiment impressionnant. Lorsque la guerre éclate, Joséphine lâche les velours des scènes de théâtre et multiplie encore plus qu'avant les bonnes œuvres. Elle offre des cadeaux aux enfants les plus pauvres, devient la marraine de dizaines de soldats à qui elle écrit pour remonter le moral, participe à des soupes populaires, aide la Croix-Rouge. Elle monte même un spectacle baptisé Paris-London qu'elle produit le long de la ligne Maginot pour faire plaisir aux soldats, fêter l'entente mondiale et diffuser évidemment un petit discours de propagande. Son engagement est sans équivoque. Elle dit: «Je ne demandais qu'une chose, servir le pays à l'égard duquel j'avais toujours une dette de reconnaissance, même si je dois lui sacrifier ma vie. La France m'a fait ce que je suis, en marge de tous les préjugés.» Joséphine ne s'est pas arrêtée aux spectacles de guerre ou aux œuvres de charité. Après la défaite de l'armée française et l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, auquel elle vouait une grande admiration, elle entre dans la résistance. Elle devient même espionne. Les ceintures de banane paraissent bien loin maintenant. Elle transmet des informations stratégiques à l'Angleterre, se faufile dans les ambassades pour obtenir des renseignements, enchaîne les missions avec enthousiasme. Son statut de célébrité lui permettait d'agir sans être suspectée. Lorsque les nazis s'emparent de Paris, Joséphine fuit au château des Milandes, une demeure qu'elle loue en Dordogne, en zone libre. Elle y attend la prochaine mission. Celle-ci a lieu au Maroc. Et Joséphine tombe gravement malade et passe 19 mois en convalescence, au repos total. Une fois remise, la chanteuse retrouve son énergie et se lance dans une tournée en jeep jusqu'au Caire, en Égypte, où elle chante devant le roi Farouk, puis au Proche-Orient. Elle récolte à nouveau des informations et les cachets, l'argent de ces spectacles sont reversés à la Résistance et à la Croix-Rouge. Devenue le sous-lieutenant Baker au sein des forces féminines auxiliaires de l'air de la France libre, elle poursuit ses activités jusqu'à la libération. Après la guerre, Joséphine reçoit de nombreuses récompenses. La Croix de Lorraine, puis la médaille de la Résistance. En 1961, elle reçoit la Légion d'honneur, qui est la plus haute distinction honorifique française. La longue maladie de Joséphine au Maroc lui laisse des séquelles. Elle ne peut plus avoir d'enfants. Mais à 41 ans, Joséphine Baker tient à fonder une famille. Et puis la guerre a laissé des milliers d'orphelins. Elle s'installe donc avec son quatrième mari, le chef d'orchestre Joe Bouillon, au château des Milandes dont on a parlé précédemment. Le projet de départ, c'est l'adoption de 4 enfants. Elle veut aussi prouver que le racisme n'est pas inné, qu'il est une invention de l'esprit, qu'il est acquis. Au total, le couple adoptera 12 enfants, 10 garçons et 2 filles d'horizons et d'ethnies
différentes. Joséphine surnomme sa nouvelle famille de manière très poétique la tribu arc-en-ciel. Elle la conçoit un peu comme une action humanitaire. La famille vit dans un décor luxueux au château des Milandes. La chanteuse investit une fortune colossale qui va la mener à sa ruine. Le parc ressemble à un parc d'attractions, avec une petite guinguette, des terrains de sport, une salle de spectacle. Et malgré le soutien financier de personnalités françaises comme Brigitte Bardot, François Mauriac ou la princesse Grace de Monaco, qui font de généreuses donations, Joséphine Baker fait faillite. Son village du monde devient déficitaire et la chanteuse en est finalement expulsée. Dans l'après-guerre, Joséphine Baker mène aussi un combat contre le racisme, notamment lors de ses tournées dans l'Amérique ségrégationniste, aux côtés de Martin Luther King, qui lui demande même de prendre la parole lors de la marche de Washington. Sa tribu arc-en-ciel marque l'apogée, le plus haut point de son engagement pour une fraternité universelle. Elle s'éteint en 1975 à 68 ans après une ultime revue à Bobino. Ses funérailles ont lieu à Paris, à la Madeleine, et son corps est inhumé à Monaco. Mais la légende du musical n'en reste pas là. En 2021, le président français Emmanuel Macron décide de faire entrer Joséphine Baker au Panthéon. Elle y est la première et la seule femme noire de surcroît américaine. Artiste, première star internationale noire, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, activiste pour les droits civiques aux États-Unis, mais aussi en France, chevalier de la Légion d'honneur, Joséphine Baker a vraiment eu un fabuleux destin. Merci d'avoir été au rendez-vous. N'oublie pas de télécharger le PDF gratuit avec la transcription, le glossaire et le quiz de l'épisode. Et je te rappelle que si tu veux aller plus loin, tu peux découvrir mes cours de niveau A2 à C1 sur mon site internet frenchmornings.com. Et je te dis à très bientôt.